Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le Smart Job numéro 1 de l'an 2, vous l'aurez compris, puisque nous démarrons notre deuxième année. On a fêté notre anniversaire hier pour notre première année d'existence. Vous le savez, Smart Job, maintenant c'est une émission en direct tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise sur les sujets RH et emploi. Et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou dans l'entreprise, le deuil au travail. On fera le point avec une spécialiste de ce sujet. Ça a évidemment un coût psychologique et puis c'est un coût financier. On en parlera sur ce plateau. Smart et réglo, qu'est-ce que la discrimination en entreprise? De quoi parle-t-on exactement? On fera le point avec une avocate dans notre rubrique juridique. Et puis avec Fanny, elle nous parlera de l'ikigai. On fait un peu de philo aujourd'hui parce qu'au moment où je vous parle, il y a des étudiants qui sont en train de plancher et de se gratter la tête sur des sujets de philo. C'est une manière de donner du sens à notre travail. Et puis dans le cercle RH, notre débat, on reviendra sur le retour au bureau des salariés. Oui, une partie des salariés sont revenus. Est-ce qu'ils sont revenus avec le sourire? Est-ce qu'ils sont arrivés en traînant des pieds? On en parlera. Retour au bureau, retour derrière les barreaux. C'est ce qu'ont titré un journal. Parce que certains salariés préfèrent le télétravail qui s'impose. Changement d'organisation, changement de modèle peut-être. On fera le point notamment avec la présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Et puis fenêtre sur l'emploi, évaluer le processus de candidature, nouvel outil développé par Yago. On en parlera avec son fondateur. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, jamais notre titre n'a aussi bien porté son nom, parce qu'on va parler avec vous, Marie Tournigan, déléguée générale de l'association Empreinte, d'un sujet éminemment sensible et qui nous concerne, j'allais dire tous, parce que je ne connais personne qui n'a pas vécu dans son environnement professionnel un deuil. L'association Empreinte s'intéresse, travaille sur les questions autour du deuil, pas uniquement en entreprise, il faut le préciser. Vous avez un spectre très large. Oui, absolument. On travaille sur le deuil et sur l'accompagnement du deuil auprès de tous les publics, enfants, adolescents, adultes. Parmi les adultes, il y a beaucoup d'actifs qu'on accompagne et qui se heurtent lors de leur retour à l'emploi à des difficultés de retour et de maintien dans l'emploi dans des organisations qui ne sont pas forcément sensibilisées ou qui n'ont pas de connaissances sur le sujet. Alors on va revenir sur le coût, parce que c'est un coût, on va parler, mais commençons d'abord par l'humain. Est-ce que la crise Covid ne nous donne pas un autre regard sur cette question? On a perdu, on le sait, des collaborateurs ne sont pas revenus en entreprise parce qu'ils sont morts, touchés par le Covid. Est-ce qu'on change notre regard sur cette question très taboue? Alors, on réalise des études avec le CREDOC pour objectiver ces intuitions-là et vérifier nos hypothèses. Et notamment celle-ci, en 2019, 53% des Français étaient heurtés par les attitudes et les propos de l'entourage, y compris au travail. Ça a un petit peu réduit. Là, en 2021, on est passé à 47% des Français qui sont heurtés. Heurtés, c'est-à-dire un mot maladroit. Heurtés, voilà. C'est là, je vais prendre mon café, on me dit, mais tu devrais t'en remettre maintenant, c'est pas normal que tu ailles mal, ou passe à autre chose, ou sors, ça te fera du bien. C'est toutes ces injonctions. Le passe à autre chose, oui. Voilà. Toutes ces injonctions qui veulent aider et qui, en fait, heurtent. C'est vrai dans l'entreprise privée, je pense aussi à la police où il y a beaucoup de suicides. J'imagine que tout ça a un impact très lourd, même sur la qualité du travail, pour aller un tout petit peu plus loin. C'est des gens qui sont démobilisés, qui sont abattus. Bien évidemment, parce que bien dans son job, ça veut dire bien dans son deuil dans ce moment-là. Être bien dans son deuil, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, quelle est la place pour la vulnérabilité dans les entreprises? Ça relève de ce champ-là. Et effectivement, la plupart du temps, les personnes reviennent au travail, ne se sentent pas comprises ou respectées dans leur temporalité et du coup dans leur souffrance. Et du coup bénéficient d'arrêt maladie. C'est comme ça que ça se concrétise. 34 jours, justement, c'est la durée moyenne des arrêts de travail lors d'un deuil. 34 jours, soit 700 millions d'euros qui correspondent au coût des indemnités journalières. Vous avez vu, je bascule tout de suite sur des questions financières, mais le lien de tout ça, c'est quand même la DRH dans cette histoire, qui doit avoir les outils lorsqu'elle sait qu'un collaborateur est en difficulté. Elle se dit, j'ai un outil, c'est l'association Empreinte, et ils vont être là. Imaginons qu'on vous appelle, on vous dit, voilà, j'ai un collaborateur qui est en souffrance, il s'est mis en arrêt maladie, il n'arrive pas à remonter la pente. Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors nous, on propose deux choses. De l'accompagnement du collaborateur,
direct, donc du soutien, de l'écoute téléphonique, des entretiens, des groupes d'entraide, de la documentation, et puis aussi du soutien aux managers de proximité, aux collègues de cette personne-là et à sa direction par des formations, des conférences en entreprise. On forme notamment des référents deuil, des personnes ressources au sein des entreprises qui ont quelques billes, quelques connaissances sur ce que c'est qu'un deuil, combien de temps ça dure et comment être aidant. Donc ça veut dire que c'est une oreille attentive, une écoute dans l'entreprise. Vous avez un relais dans l'entreprise pour qu'on s'assoie, on écoute. Absolument. Et effectivement, bien évidemment, selon la taille de l'entreprise, dans une TPE, PME, ça peut être le dirigeant qui va être aux manettes. Dans une entreprise de taille importante, c'est plutôt les équipes d'action sociale. Et aujourd'hui, nous, on a du mal à mobiliser les services de ressources humaines sur ce sujet-là. Ça n'est pas une priorité, pas une visibilité, pas un sujet. Donc on a organisé les assises du deuil au travail au 1er juin. Ouais. On organise des ateliers pour mettre ce sujet sur la table et voir les besoins des parties prenantes. Mais c'est difficile de mobiliser là-dessus. Comment vous expliquez, on aura tout à l'heure la présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH, vous pourrez peut-être la croiser en coulisses, en loge. Pourquoi ils ne se sont pas mobilisés? Parce que c'est un sujet tabou? Parce qu'on considère que c'est de l'ordre de la vie privée, que l'entreprise n'a pas à rentrer dans cet espace? Parce que ça n'est pas à leur agenda. En fait, on a eu un entretien avec la secrétaire générale de la NDRH et il y a eu une grosse... Christine Caldera. Voilà, il y a un vrai sujet, une question au départ qui est oui ou non, le deuil, ça regarde l'entreprise. C'est ça, et la c'est question. encore clivant aujourd'hui, alors que dans la société, ça l'est moins qu'avant. Ce qu'on sait, nous, les chiffres, c'est que 80% des actifs ont trouvé que le soutien de leur direction et de leur organisation était inutile ou inexistant. 70% donc pour les dirigeants et pour les services ressources humaines, 80% des actifs ont estimé que le soutien était inutile ou inexistant. Donc ces chiffres-là sont de nature à alerter. Il y a des choses à faire. Peut-être que c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire et qu'on a besoin de faire beaucoup de communication, d'information. Vous, ensuite, une fois qu'il y a ce référent deuil que vous évoquez, qui n'est pas évidemment partout dans les entreprises, hein, tout ça est assez balbutiant, qu'est-ce que vous mettez en place, vous? Un suivi psychologique, un accompagnement, un travail de psychothérapie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou est-ce qu'on doit accepter ce temps du deuil? On le sait, il y a un temps de deuil. Il y a deux situations très différentes. Il y a un collaborateur décède ou un collaborateur perd un proche dans sa famille, dans son entourage personnel. C'est vraiment deux situations différentes à accompagner différemment et l'entreprise est sollicitée différemment. Ce qui est important, c'est de connaître les besoins de la personne qui est concernée. Et donc, qu'il y ait une personne qui puisse aller vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'elle souhaite. Qu'on en parle, qu'on n'en parle pas. Qu'on l'annonce pas. Qu'on lui laisse une marge dans l'aménagement de ses horaires, qu'on lui en laisse pas. Prendre ses congés, pas les prendre. Voilà. C'est toutes ces questions. Et l'accompagner aussi d'un point de vue médical, parce que parfois, j'ai eu des amis, des proches dans l'entreprise qui avaient vraiment besoin d'un suivi médical. Absolument. Le deuil tue. Hein. On a mesuré l'impact sanitaire du deuil sur la santé physique et psychique, et notamment sur les conduites suicidaires, mais aussi sur les addictions. Donc, tous ces effets du deuil ont un impact dans la gestion RH, mais ce n'est pas identifié comme tel. On n'associe pas une conduite addictive à un deuil. On va se dire, ben voilà, la personne va mal. Marie Tournigan, avant de nous quitter, c'est quoi? Parce que vous avez évidemment, au-delà des études que vous faites avec le CREDOC, une visibilité, je dirais presque psychothérapeutique. C'est quoi la durée d'un deuil chez un être humain? C'est extrêmement variable parce que chaque deuil est unique. On peut se dire qu'un deuil normal, c'est à peu près 75% des cas et c'est environ 2 ans pour petit à petit se reconstruire. 2 ans. 2 ans. Donc, bien évidemment, il faut qu'à 1 an du décès, par exemple, l'entreprise se remobilise auprès de l'actif en demandant comment il va. Souvent, c'est à ce moment-là qu'il ne va pas bien. Donc, vraiment, on invite les parties prenantes à travailler avec nous sur ces sujets pour rendre notre livre blanc en décembre au Parlement et au gouvernement. Vous êtes suivi par le gouvernement sur cette question? Absolument. On est suivi en particulier pour les décès d'enfants, dans le cadre de l'allongement du congé pour la perte d'un enfant depuis le printemps dernier. Oui, parce qu'on n'a pas sectorisé le type de deuil. Il y a le collègue proche qui disparaît. Il était là le matin ou le soir, et puis le matin, on revient, on apprend que ce collègue a disparu. Ça arrive.
Souvent des décès brutaux du coup, puisque l'actif est jeune. Donc ça, c'est un choc psychologique. Voilà. Et puis il y a aussi le deuil familial qui vient se transporter dans l'entreprise. C'est pas la même chose. Absolument. Je perds mon conjoint, j'ai 3 enfants en bas âge. Et je retourne au travail. Comment je me débrouille avec ça? Donc certains actifs, et c'est pour ça qu'on interroge beaucoup les actifs, souhaitent retourner au travail et c'est ça qui les sauve. Ils tiennent avec le travail. Et d'ailleurs, voilà, le premier soutien, c'est vraiment les collaborateurs. 58% sont extrêmement satisfaits du soutien des collaborateurs. Et puis il y a ceux pour qui, au contraire, ils reviennent au travail une journée, ça se passe mal, arrêt maladie, et là on rentre dans voire licenciement. Donc on a beaucoup de témoignages vidéo sur la matinale des assises qu'on peut voir en replay sur notre site. C'est-à-dire qu'en voyant que le collaborateur n'arrive pas à remonter la pente, il est convoqué et on lui dit tu n'es plus apte. Il a du mal à se concentrer, il est irritable, il est moins efficace. Voilà. Vous avez donc des témoignages là sur votre plateforme. Vous pouvez aller voir sur le site empreinte-asso et vous verrez toutes ces vidéos d'actifs, ceux pour qui ça s'est bien passé, ça a été aidant, et pourquoi et comment, et ceux pour qui ça a été au contraire une descente aux enfers. De longue durée du coup. On a une rubrique Smart et Réglo dans quelques secondes, mais tout ça a été cassé, j'imagine, par les prud'hommes. Est-ce qu'une entreprise est en mesure, a le droit, sur le plan juridique, de séparer d'un collaborateur qui, lui, justifie un deuil ou la perte d'un être cher? C'est de la discrimination, mais qui n'est pas identifiée. Les personnes en deuil sont tellement vulnérables qu'elles ne sont pas très militantes. Elles sont totalement voilà. Donc vraiment, il y a éteintes. Un gros travail, notamment avec la direction interministérielle de la transformation publique et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, sur le parcours des familles qui perdent un enfant et un petit peu un conjoint. Nous, on veut élargir ça à toutes les situations. Merci Marie Tournigan de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est fondamental, suivi par le gouvernement et j'imagine par l'Assemblée nationale, délégué général de l'association Empreinte. Et puis le message est passé auprès de la présidente et de la secrétaire générale de l'Association nationale des DRH, que le DRH s'empare véritablement de ce sujet. Il y aura peut-être une loi, peut-être. Absolument. En tout cas, un livre blanc. Et les partenaires sociaux aussi pourraient se mobiliser et ont du mal à le faire aujourd'hui. Ils n'en parlent pas encore. Malgré l'agenda sur la conciliation vie privée et vie professionnelle qui est à l'ordre du jour. Qui est un sujet évidemment connexe. Merci Marie Tournigan d'être venue sur notre plateau nous éclairer. Tiens, justement, dans notre rubrique Smart et Réglo, on parle de la discrimination. Et peut-être qu'on va démarrer dans quelques instants avec l'avocate qui sera sur ce plateau, justement sur cette discrimination liée au deuil. Tiens, ça c'est un sujet qui est fil rouge peut-être dans l'émission. Merci d'être venu. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, notre rubrique juridique avec une avocate, Émilie Méridjen, une habituée de l'émission. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Comment ça va? Ça va et vous? Je sais que vous tendiez l'oreille puisque vous étiez en régie pour, avant d'arriver. Avocate en droit du travail au cabinet SVZ, s'écrit Valentin Zerouk. Oui. Beaucoup de Z. Un petit mot, parce que là, pour le coup, pour être tout à fait raccord, on vient d'entendre la déléguée générale de l'association Empreinte qui nous dit des salariés licenciés parce qu'ils n'avaient pas été en mesure de faire leur travail, mais parce qu'ils avaient eu un deuil. Qu'est-ce que dit l'avocat là? Vous défendez l'entreprise? Ça ne fait pas partie directement, en tout cas, des critères discriminants prévus par le Code du travail, mais ça pourrait être appréhendé d'une manière plus large, comme une discrimination directe ou indirecte. Ça peut se regarder. D'accord, donc c'est un élément qui n'est pas contenu dans le Code du travail, donc c'est à l'appréciation du juge de considérer si l'impact du deuil a eu une incidence compliquée quand même. Hein. Oui, mais ça me paraît difficile puisque... la sanction de la discrimination, on va en parler, mais c'est la nullité et les textes disent pas de nullité sans texte. Donc à partir du moment où ce n'est pas un critère prévu aujourd'hui, mais on compte justement sur le travail d'associations comme celle de la personne qui était là avant moi pour éventuellement faire avancer les textes. Alors Émilie, d'abord, on vient de l'évoquer par un exemple qui n'existe pas finalement, cette fameuse discrimination liée au deuil. Qu'est-ce que la discrimination? Celle qui existe, celle qui est répertoriée dans l'entreprise, c'est quoi? Alors c'est une pratique qui est interdite, évidemment, qui est caractérisée par le fait pour un employeur d'utiliser un critère interdit, il y en a une vingtaine qui sont listés par le Code du travail, pour fonder une décision. Ça peut être une décision d'embauche ou de non-embauche plutôt, une décision de promotion ou de non-promotion, de différence de salaire, une décision de rupture de contrat de travail. Toutes les décisions qui sont fondées
sur un critère discriminatoire listé par le Code du travail sont susceptibles d'être annulés par un juge, de donner lieu à des dommages-intérêts, voire à des sanctions pénales. À condition de le prouver, évidemment. Tout à fait. C'est un vrai débat aussi de pouvoir le prouver. Il y a parfois beaucoup de subjectivité dans cette question. Oui, c'est clair. Sur la question de la preuve, c'est aux salariés d'apporter des éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination, mais l'employeur peut faire la démonstration que cette différence de traitement, parce que souvent les faits sont une différence de traitement, j'ai pas été augmenté comme ma collègue, j'ai été licencié alors qu'un tel dans la même situation que moi ne l'a pas été, à l'employeur d'apporter la preuve que cette décision était fondée en réalité sur des éléments objectifs et justifiés par la situation. Quelques éléments, on ne va peut-être pas citer les 20, mais il y a quand même quelques éléments très clairs, très nets en matière de discrimination. Je pense notamment, et il y a eu récemment la condamnation d'ailleurs d'IKEA pour espionnage de salariés, la discrimination syndicale. C'est une des plus connues. Quelles sont les autres ? Alors, la discrimination des femmes vis-à-vis des hommes, on la connaît bien. Sur ce point, c'est intéressant de noter qu'il y a un sondage récent qui a fait apparaître qu'environ 25% des femmes se sentaient discriminées. Et au même moment, la DARES a fait une étude de testing, une campagne de testing. Peut-être quelques mots sur le testing, c'est le fait d'envoyer à une entreprise des CV factices, avec le même profil, et simplement le critère qu'on teste de discrimination, que ce soit l'âge, le nom, le sexe, modifié, et de voir les résultats. Et en réalité, dans cette étude, alors ça n'est qu'une étude sur 4000 salariés, et puis une campagne de testing sur à peu près le même nombre de personnes, le même nombre de CV, ça dit qu'il n'y avait pas de discrimination entre les femmes et les hommes. Donc c'est un sentiment de discrimination. En tout cas, dans cette campagne, il n'y avait pas de discrimination entre les femmes et les hommes, et il y a effectivement un sentiment, alors qui est réel en pratique en matière de rémunération. On voit bien dans les entreprises une différence d'évolution des salaires ou d'évolution même de carrière des femmes par rapport aux hommes. Ça, c'est très net. À l'embauche, en tout cas, c'était pas si évident que ça. Pour rester sur les femmes, c'est une tendance assez large qui se réduit quand même. C'est 24% l'écart entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il s'est réduit à 19%, me semble-t-il. Donc ça avance doucement. Ça avance doucement parce qu'on met des obligations à la charge des employeurs aussi qui doivent publier des données objectives et puis corriger les écarts de rémunération. Donc ça, c'est important. Et puis je pense que les femmes sont aussi, et puis les partenaires sociaux d'une manière générale, plus sensibilisés à ces questions et donc revendiquent leurs droits, ce qui est bien normal, comme toutes évidemment. Les gens qui sont discriminés du reste. Donc l'apparence physique, pour les citer comme quelques-unes qui sont importantes, évidemment. Oui. Le look, l'extérieur, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, ça veut dire que vous avez eu, par exemple, des campagnes de testing avec des CV qui avaient exactement le même contenu en termes de capacité professionnelle, de parcours, de stage, d'expérience. Et puis, un critère qui change, c'est le nom. Un nom à consonance française ou un nom à consonance étrangère. Et on voit, là, pour le coup, des écarts importants dans les rappels et dans les embauches. Donc, il y a effectivement matérialisé chez certaines entreprises, avéré des discriminations sur l'origine. On l'a traité plusieurs fois sur ce plateau, mais il y a les convictions religieuses, le respect de la liberté religieuse, qui est tout un débat autour des questions de laïcité. Tout à fait. Avec la question notamment du port du voile, puisqu'on l'a évoqué avec un de vos confrères. Là aussi, pas de discrimination, mais c'est compliqué, parce qu'il y a quand même la règle de la laïcité qui s'impose, et le code intérieur, le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est compliqué d'ailleurs, personne n'était d'accord. Bah oui. La HAL, donc la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, avait considéré, c'était le cas de Babylou, qu'il y avait une discrimination et que le licenciement de la salariée qui était revenue après plusieurs années et qui portait un voile était nul. Le Conseil de prud'homme, la Cour d'appel, la Cour de cassation ont considéré, après un long parcours judiciaire, que finalement le licenciement était justifié à partir du moment où le règlement intérieur prévoyait de manière comme un élément essentiel et déterminant professionnellement le principe de la neutralité. Et ça, c'est aussi important à faire coexister, mais comme vous le disiez en début de plateau, c'est très subjectif et ça dépend vraiment du cas par cas. Ah oui. Quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a un contact avec la clientèle ? C'était le cas avec Babylou, puisqu'il y a un rapport aux parents qui viennent apporter leurs enfants. Il y a les mœurs. L'employeur ne doit pas pénaliser le salarié en raison de son mode de vie, s'il fume ou boit ou joue. Alors il y a un vrai débat de société, puisque là c'est un sujet un petit peu autour de la santé et du bien-être. On en parle beaucoup sur ce plateau. Oui. Il ne peut pas dire à son salarié qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, attention,
tu fous ta vie en l'air. Alors, Et je ne peux pas te garder. Alors, il peut lui dire attention, tu fous ta vie en l'air, et je trouverais ça du reste légitime vis-à-vis de n'importe quel être humain d'avoir cette prévenance. En revanche, il ne peut fonder aucune décision professionnelle concernant ce salarié sur cet argument-là. Si le salarié respecte le fait de ne pas fumer dans les locaux de l'entreprise et que ça n'impacte pas son travail, il n'y a absolument aucune raison d'avoir une sanction quelle qu'elle soit. Émilie, dernier point, on en a aussi beaucoup parlé, de la notion d'inclusion, c'est-à-dire l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises. Là aussi, ça progresse lentement. Tout à fait. Toutes les entreprises ne sont pas arrivées évidemment à ce fameux chiffre des 6%. L'état de santé, le handicap ou la perte d'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire là aussi? C'est au moment du recrutement, j'imagine. Là. Oui, mais ça peut aussi arriver en cours de carrière, puisqu'un handicap qui surviendrait après un accident pourrait changer. Alors après, c'est vraiment une question d'aptitude du salarié. Il n'est pas interdit de licencier un salarié en raison de son inaptitude médicalement constatée à l'exercice de son emploi. Si malheureusement un salarié n'a pas la capacité physique, parce qu'il a un handicap, d'occuper un emploi, l'employeur peut tout à fait justifier de cela, et c'est toujours sous l'appréciation des tribunaux. Mais en revanche, si le salarié, par exemple un salarié en fauteuil roulant, n'a pas besoin d'être debout pour occuper un emploi, il n'a pas de raison, et une décision de refus d'embauche ou de licenciement serait attaquable si le handicap était pris en compte pour arrêter cette décision. Merci Émilie Mary-James d'être venue sur notre plateau nous éclairer sur cette longue liste. 20, on ne nous a pas cité une vingtaine, toutes, mais c'est une vingtaine. Et tout ça, là en l'occurrence, est bien contenu dans le Code du travail. Exactement. Celles-ci, elles existent. Peut-être que la prochaine sur le deuil existera un jour après le travail de l'Assemblée nationale. Merci Émilie. On continue. On a tous passé le bac. Enfin, pas tous, mais enfin, voilà, on l'a passé ce bac philo. On s'en souvient. Moi, je m'en souviens en tout cas. Pas du sujet. On va en parler un peu avec Fanny à l'occasion de ce bac philo. On va parler de l'ikigai, qui est une boussole qui donne un sens à notre travail. L'ikigai, voilà, c'est un nouveau mot. Bah oui, elle a beaucoup de vocabulaire, Fanny Griesmer. C'est la pause café. L'ikigai, Fanny Griesmer, bonjour. C'est intéressant parce que, petite parenthèse, les étudiants, je pense à eux. Ils sont en train de plancher depuis un petit peu plus de 2 heures maintenant. L'épreuve de philosophie écrite, celle qui marque traditionnellement le coup d'envoi du baccalauréat, un petit peu particulier cette année. On a les sujets d'ailleurs. Vous en avez noté quelques-uns? Oui. Alors, discuter, est-ce renoncer à la violence? On a également l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Et enfin, sommes-nous responsables de l'avenir? C'est un très beau sujet, notamment RSE. RSE, évidemment, parce qu'on est tous acteurs, porteurs du destin collectif. Nous sommes des petits morceaux de ce destin collectif. Mais vous nous parlez de l'ikigai. Excusez-moi, Fanny. Oui, on va pas faire de dissert ce matin. Vous venez avec des mots incroyables, et notamment l'ikigai. Qu'est-ce que c'est donc? C'est une philosophie japonaise donc, qui porte effectivement ce doux nom d'ikigai et qui donne une méthode très concrète à la quête de sens. Le sens, plus qu'une quête, une question existentielle qui semble avoir été ravivée par la crise que nous traversons aujourd'hui. Alors c'est vrai que tout le monde en parle, tout le monde la cherche. Certains la trouvent, d'autres y renoncent. Trouver du sens au travail, c'est un petit peu le Graal du 21e siècle. Mais c'est vrai que ces derniers mois ont permis à la majorité d'entre nous de prendre beaucoup de recul, un recul inédit. Et c'est vrai que derrière l'écran de notre ordinateur, on fait parfois le monde, notre parcours, l'histoire de notre vie professionnelle. Et cela nous ramène à ces questions fondamentales, voire existentielles. Suis-je épanoui dans mon activité professionnelle? Suis-je à la bonne place? Quelle est ma mission quotidienne? Fait-elle sens pour moi? Là, vous pouvez faire effectivement une disserte, mais effectivement c'est vrai que le travail, c'est un sujet philo, c'est celui par lequel on a souvent tendance à se définir, et ça nous interroge beaucoup, notamment en ce moment. En ligne de mire, le sens effectivement qu'on lui donne et celui que nous aimerions surtout lui donner. Cogito ergo sum. Et oui, c'est ce que disait. Non, c'est du latin. C'est ce que disait Descartes. Je pense, donc je suis. Et moi je dis que si vous pensez, vous êtes sur la bonne voie. Pour vous aider à faire le point avec vous-même, il y a aussi cette fameuse méthode que vous nous expliquez. Donc, l'ikigai. C'est bien l'ikigai. Ikigai, qui est un très joli mot, qui combine la vie, iki, ainsi que la valeur de faire quelque chose, kiigai. Pour la petite traduction, ça donne donner un sens à notre vie. Ça nous permet de nous rendre heureux, et la vie en vaut la peine. Bref, votre ikigai,
c'est ce qui vous motive à sortir du lit le matin. Méthode japonaise qui peut donc effectivement vous aider à trouver votre raison d'être. Bon, ça c'est la philo, mais qu'est-ce que ça donne dans la vie professionnelle? Comment on la transpose? En fait, c'est simple, trouver son ikigai, c'est trouver le job épanouissant, celui qui vous motive, celui que vous avez choisi, celui dans lequel vous mettez du sens et qui a du sens pour vous. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous un ikigai et qu'il est relativement simple de le trouver. On va essayer d'ailleurs de le trouver ensemble. Mais cherchons notre ikigai ensemble. Et oui. Comment on fait? Alors c'est simple, oui et non. La méthode demande d'avoir un stylo. Ça va, un compas éventuellement, mais on peut s'en passer. Mais surtout, un peu de réflexion. En réalité, il faut partir de 4 questions fondamentales. Alors, on démarre avec la première. Alors Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Ah oui, c'est une question importante. Mais oui. Alors pour y répondre, vous faites la liste de ce qui vous donne de la joie au quotidien, sans restriction. Vous pouvez aussi vous demander ce qui vous rend envieux ou chez les autres. Et on s'intériorise un peu. Voilà. Exactement. Donc la frustration peut aussi vous aider à amorcer le changement. La deuxième question, quels sont vos talents? Oui, forcément, on vous complimente sur des choses que vous savez faire. Peut-être, je ne sais pas, si vous dessinez bien, votre chrono sur 5 km est incroyable, on vous fait des compliments, vous faites de bons petits plats, vous notez tout ça. Vous pouvez aussi recevoir des éloges pour vos qualités humaines, votre écoute notamment. Donc, vous le notez également. En fait, il s'agit de repérer les domaines dans lesquels vous avez des aptitudes spécifiques. Troisième question, qu'est-ce qui peut vous apporter un revenu? Bah oui, quand même, le salaire, l'argent, c'est le nerf de la guerre. La base. Donc, en gros, pour quel service vous pouvez ou vous pourriez prétendre être payé? La dernière, attention, c'est celle qui va nous faire philosopher, c'est de quoi le monde a-t-il besoin? Oui, trouver sa raison d'être implique aussi d'être ouvert sur l'extérieur, en accord avec son environnement, le monde qui nous entoure. Donc, est-ce qu'il y a des causes, en fait, qui vous touchent particulièrement, des choses que vous aimeriez peut-être changer dans le monde et auxquelles vous aimeriez prendre part? Là aussi, vous les notez. Idéalisme, et qu'on va reconnecter avec une certaine réalité. C'est ce que nous allons faire. Le petit schéma. Assez rapidement. Bon, alors le but, c'est pas de répondre le plus rapidement possible à ces questions. Ça demande du temps, parce que ça demande de l'introspection. Donc forcément, souvent laisser passer quelques jours, voire quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces réponses? On en fait un joli petit dessin, comme celui qui s'affiche sur votre écran. L'ikigai est au milieu. Et voilà, et l'ikigai est tout au milieu. Alors chaque question, et surtout les réponses que vous avez trouvées, ce sont ces petits cercles qui s'entrecroisent, et à l'intersection des 4 cercles se trouve effectivement votre ikigai. La réponse à votre quête de sens se trouve donc à l'intersection entre passion, mission, profession et vocation. Beaucoup de sion. Beaucoup de sion. Et beaucoup de... ça nous amène vraiment à philosopher. En fait, on trouve son ikigai en donnant plus la priorité à son épanouissement plutôt qu'au matériel. Ce qu'on voit d'ailleurs entre passion, mission, profession et vocation. Et donc on trouve un mot au milieu là? Vous avez mis ikigai, mais... oui, en fonction des réponses que vous avez apportées. Donc, parce qu'en fait, vous ne mettez pas ce que vous aimez. Vous n'allez pas écrire ce que vous aimez, vous allez vraiment écrire important. Peut-être cuisine, dessin, course à pied. Et en fait, quand ça va s'entrecroiser, vous allez fusionner des notions. Ça va vous amener à passion, vocation, profession, mission, et refusionner, et ça va donner votre ikigai. C'est pas simple, c'est pour ça que ça demande du temps. Non, c'est joli comme ça, mais bon, l'idée, c'est, on se rend compte qu'effectivement, trouver son ikigai permet aussi d'équilibrer la vie pro et la vie perso, et peut-être en acceptant aussi l'idée qu'on peut vivre mieux en gagnant moins, car l'ikigai ne permet pas seulement de trouver le job de vos rêves, mais aussi la vie qui va avec. Il faut donc cultiver son jardin. Qui est-ce qui disait ça? Cultiver son jardin, c'est le professeur Ikigai. Voilà, c'est Voltaire. C'est Voltaire, exactement. Vous avez essayé de me piéger, bien sûr, écoutez. Oui, c'est terrible. Voilà. Elle essaie toujours de me piéger. Merci Fanny pour cet Ikigai. Prenez votre temps, parce que c'est pas si simple. Oui, alors le dessin est terminé. J'ai commencé, mais c'est compliqué. Voilà, ça demande une réflexion intérieure sur vous-même, cet Ikigai. C'est ça. Merci à vous Fanny. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, une nouvelle chronique à découvrir sur nos antennes. Petite pause, courte pause. On va s'intéresser aux salariés qui reviennent au bureau parce qu'on voulait faire ce sujet depuis un certain temps. Vous êtes revenus au bureau, ou pas d'ailleurs. Retour au bureau, retour derrière les barreaux. J'ai lu ça dans un article de presse. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Est-ce que ça va transformer votre façon de travailler et peut-être même votre façon de vivre? Est-ce que ça modifie les organisations et le management? Est-ce que vous voulez rester chez vous ou au travail? Toutes ces questions, on va y répondre dans quelques instants, après cette pause, avec mes invités, bien sûr.
Le cercle RH avec mes invités, avec une question. Alors, elle n'est pas philosophique. Vous, peut-être, vous ne me regardez pas, vous êtes en train de plancher, les lycéens, mais une question philosophique sur le retour au travail. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Est-ce que vous êtes revenu avec le sourire? Est-ce que vous êtes revenu en traînant les pieds? J'ai lu un article, je sais que ça va peut-être agacer mes invités. Retour au bureau, retour derrière les barreaux, avec des salariés qui seraient revenus vraiment peu motivés. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. On va faire le point dans quelques instants avec mes invités. Audrey Richard, présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH. Vous-même DRH, donc vous êtes aussi en première ligne pour nous dire ce qu'ont vécu les collaborateurs de votre entreprise, à vos côtés, et avec cette étude qu'on commentera dans quelques instants, parce que vous avez fait une étude à sortie de confinement, et c'est assez intéressant justement sur la notion de télétravail et d'organisation. Latifa Akou, merci d'être avec nous, présidente de l'ARCEG, l'Association des directeurs de l'environnement au travail, directrice de l'environnement du travail, et HCE d'Ipsen. Merci d'être là. Et puis un invité, Christophe Nguyen, qui est déjà venu sur notre plateau, psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine. Vous aussi, vous faites des études souvent extrêmement précises sur la situation psychologique des salariés. Audrey Richard, je donne la parole parce que vous avez sorti cette étude. Il y a quelques chiffres qui sont assez forts, notamment sur ces 80% de DRH qui évoquent du télétravail. Donc on a l'impression que tout ça est en train de s'institutionnaliser. Je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel, retour au bureau, retour derrière les barreaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu en une année une sorte d'ikigai, pour reprendre la chronique de Fanny Griesmer, un travail des salariés sur eux-mêmes qui se sont dit non, je ne veux pas revivre cette même vie, je ne veux plus ça, je veux autre chose. Est-ce que vous le ressentez ? Bien sûr, de nouvelles habitudes se sont produites chez les salariés avec une organisation très différente. Mais globalement, la majorité des salariés, pendant toutes ces semaines et ces mois, nous ont demandé de revenir. Aujourd'hui, il y a un assouplissement du télétravail. Majoritairement, les salariés sont contents de revenir pour retrouver leurs collègues, travailler de façon collaborative. Ouais, on l'a lu aussi. Bien évidemment. Maintenant, ils ne veulent pas revenir comme avant. Et donc, c'est pour cette raison que l'organisation du travail a été adaptée. On l'a vu, on pourra probablement en parler, mais des accords télétravail ont été signés pour justement proposer du travail hybride, environ, c'est ce qu'on voit sur le terrain, 2 jours en télétravail, 3 jours en entreprise. Vous le dites là parce que vous êtes la présidente de la NDRH et que vous représentez 5000 membres et 11 millions de salariés, mais vous le dites aussi parce que vous êtes vous-même DRH. Ça se passe bien le retour là en ce moment chez vous ? Alors, ce qu'on fait au sein du groupe UP, c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain dans d'autres entreprises. Cette période sur juin, juillet, août nous sert de transition pour que début septembre, on soit vraiment tous focalisés sur la reprise, sur l'accompagnement du business. Et cette période de transition donc, nous permet de faire revenir les personnes 1 journée, 2 journées, 3 journées sur site, mais surtout nous est utile pour identifier les personnes qui ont du mal à revenir, pour détecter ces problématiques et les traiter. Un peu, excusez-moi, c'est pas de l'humour, mais un peu comme à l'école, lorsqu'on fait venir comme ça des journées d'acclimatation, 2 ou 3 jours, c'est un peu le même système. On se réacclimate. Pas cette image. On se réacclimate. Il y a c'est une transition très importante pour nous. Latifa Akou, directrice de l'environnement au travail, présidente de l'ARCEG, est-ce que le monde a changé ? Est-ce qu'en un an, on a basculé et qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est d'ailleurs ce qui est passionnant dans ce débat, on rentre dans une sorte de terrain incognita. On se dit, mais on voit bien que les gens reviennent, mais pas de la même manière. On voit des tensions psychologiques, on va en parler, il y a des gens proches du burn-out, on voit des gens super heureux d'avoir vécu cette période. Dans quel état d'esprit vous vous situez, vous ? Écoutez, on est dans ce qu'on appelle le nouveau normal. On n'est pas sorti de la pandémie. Bien évidemment, cette période, elle n'est pas anodine. On vient de passer plus d'1 an en travail, du télétravail, dégradé, 3 confinements, 3 déconfinements. Donc c'est à la fois perturbant et à la fois enthousiasmant parce que ça a permis de créer aussi des opportunités. Et aussi aujourd'hui, petit à petit, les collaborateurs reviennent. Comme vient de le dire Audrey, on est plutôt aussi sur des accords de télétravail de 1, 2,
à 3 jours. La moyenne, c'est 2 à 3 jours de télétravail. C'était pas très en avance. Et depuis un an, on a des entreprises qui rechignaient, qui disent aujourd'hui, on se met autour de la table et on signe. On est d'accord. Et les salariés sont ravis de cette hybridation, c'est-à-dire de mettre à la fois, de revenir au bureau pour créer du sentiment d'appartenance, de l'interactivité avec ses collègues, avec ses managers et ses collaborateurs, et en même temps avoir ce côté d'être à la maison, cette souplesse qui permet de se concentrer et d'éviter les transports qui sont un élément qui vient peser et qui a permis aussi de créer de la fluidité. Christophe Nguyen, je ne sais pas si c'est dans l'étude d'Audrey Richard de la NDRH, mais j'ai lu qu'il y avait des chiffres assez alarmants en matière de burn-out avec 2 millions de salariés, je crois que c'est vos chiffres, qui sont au bord du burn-out. Alors, encore une fois, je vous le dis, c'est compliqué de parler de ce sujet parce que quand on parle à certains collaborateurs, vous disent moi, j'ai été très bien en cette période, j'ai trouvé un équilibre de vie, et très bien. Et puis en même temps, il y a quand même des collaborateurs qu'on ne voit pas, qui ne parlent pas, mais qui sont au bord du craquage. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la moitié des salariés attribuent avoir des difficultés psychologiques liées au travail. Pas lié au fait qu'ils ne peuvent pas aller dans les terrasses, dans les cafés ou porter le masque. Au travail. Qui, depuis un an, s'est dégradé avec un télétravail mis en place difficilement, avec un mode crise en perpétuel, avec des difficultés de savoir qui fait quoi, des périmètres qui se sont un peu... qui ont manqué de clarté. Donc des tensions. Des tensions, avec également beaucoup de tensions entre les personnes dans les entreprises, on le sent, dans ce qu'on appelle aussi des incivilités numériques, où bien sûr les télétravailleurs étaient particulièrement exposés, avec des invectives, de la compétitivité, de la compétition. Pas de bonjour, pas de au revoir. Voilà. Et un manque de présentiel, d'informel qui permet beaucoup de réguler ces tensions. Et un manager qui, du fait de ses difficultés, un peu perdu aussi, en télétravail, à distance, ne pouvait pas toujours réguler ça. Ça, on l'entend énormément. Et donc ça aussi, c'est un frein au retour dans les locaux. Je ne pense pas que c'est juste, si vous voulez. C'est paradoxal, si je peux me permettre. Oui, pourquoi ? Parce que ça permettrait, quand on revient dans l'entreprise, d'adoucir, d'assouplir, de rectifier tous ces problèmes. Mais les gens, généralement, ils ne veulent pas se confronter aux irritants d'antan. Voilà. Et puis, donc on voit que c'est aussi de nouvelles attentes derrière. Et puis, il y en a une qui est centrale par rapport à ça, c'est celle, bien sûr, du bien-être psychologique, de la santé mentale au travail, et qui doit être pris en compte forcément dans ce retour. Parce que là, on a les 2/3 des salariés qui disent ne plus vouloir travailler dans des environnements qui peuvent menacer leur santé psychologique. Ils ont été confrontés, les salariés, à ces difficultés-là. Ils savent maintenant ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils ne veulent plus. Et je crois qu'il y a un gros enjeu de confiance. On parle beaucoup de la confiance. Ça ne vous choque pas alors, retour au bureau, retour derrière les barreaux ? Ce que vous décrivez, ce sont des salariés qui disent moi, la pression du manager, l'ambiance un peu délétère dans le bureau, j'en veux plus, quoi. La moitié dit si l'ambiance était meilleure, si mon management était meilleur, je reviendrais plus volontiers. Donc on voit bien que ça doit questionner sur la qualité de vie au travail. La bienveillance, la manière dont l'écoute, le soutien, la valeur ajoutée d'aller dans le bureau. Ça questionne le sens de tout le monde. Cette crise a questionné la moitié des salariés. Évidemment. Ce que je veux faire, derrière la moitié veut changer de job. Il va y avoir un turnover énorme dans les prochains mois. Ça paraît évident. Donc c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Bien sûr. Et je pense que d'ailleurs, ça peut impacter la reprise économique, tous ces turnovers, ces changements. Oui, ça dérégule. Et donc, ce côté, si vous voulez, de prendre en compte que les gens aussi cherchent du sens dans leur travail, mais aussi au travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être avec mes collègues ? À quoi ça me sert d'être avec des collègues ? Et donc, on a des managers, on entend beaucoup, qui disent c'est pour le collectif qu'il faut revenir face aux réticents. D'autres qui veulent revenir, ça c'est sûr, parce que leurs collègues leur manquent, mais il y en a une bonne partie, c'est pas le cas. Il faut aller les chercher, quoi. Et qui sont là à justifier pourquoi il faut avoir des collègues. Audrey Richard, juste ce chiffre, il a été très médiatisé, puisque médiatisé à la télé, dans les journaux, ce 30%, il vient de chez vous, de DRH qui ont été confrontés à des demandes de salariés ayant déménagé ou vous disant moi je suis parti à 500 km. On a eu des avocats sur ce plateau qui nous ont dit en termes de droit rien ne leur interdit, néanmoins il faut quand même être au travail. Ça c'est quand même le signe que le lien s'est distendu entre l'entreprise et le collaborateur. Ouais, c'est un nouveau phénomène. Nous ne rencontrions pas cela avant. Et là, on est mis devant le fait accompli. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu, un choc. Oui, vous recevez le mail, vous avez le choc. Voilà, et après, je vous rejoins. Cela traduit aussi le fait que les salariés ne veulent pas revenir comme avant. C'est ce que je disais tout à l'heure. On l'entend. Mais on a vu cette évolution sur l'organisation du travail, avec le travail hybride. On a vu ce début d'évolution sur l'évolution managériale. Ça faisait 10 ans qu'on réalisait des formations, managers, etc. Là, sur 1 an et demi, il y a eu une maturité managériale, si on peut utiliser ce terme-là,
énorme. Et aujourd'hui, en effet, les managers, ce qu'on leur demande, c'est de faire confiance, c'est de donner de l'autonomie, c'est de faire des feedbacks, d'être à côté de son salarié. Et le salarié, en revenant sur site, puisqu'on a formé les managers pendant le confinement là-dessus, ce que veut le salarié, c'est que ça continue. En effet. Il ne veut pas de rupture, il ne veut pas un retour brutal au bureau 5 jours sur 5. Donc nous, RH, nous continuons à former ces managers sur ces nouvelles skills. Et du coup, ça a des conséquences aussi sur les process RH, comment on évalue les managers. J'allais y venir. Etc. Et le business, si je peux me permettre, puisque derrière, on parle de l'humain, de la bienveillance, de la qualité de vie au travail. Mais enfin, une entreprise, elle vend des produits, elle fait du business, elle vend des services. Et il faut qu'elle continue à pouvoir dégager, évidemment, un bilan positif. Est-ce que le mot révolution vous choque? Est-ce qu'on est en train de changer de modèle? Absolument pas. Avec une réalité pour les managers, c'est qu'ils ont quand même des obligations de résultats pour certains, qui doivent quand même continuer à faire tourner leurs équipes et faire rentrer de l'argent dans les caisses du groupe. Donc c'est compliqué ça pour eux. Non, c'est pas, manager et salarié. C'est un mot qu'on utilise aisément. Enfin, moi, je l'utilise tous les jours. On vit une révolution. On vit une révolution effectivement managériale parce qu'on on avait tendance à manager de façon majoritaire, de façon contrôlé, ce qu'on appelle le management par le contrôle. Aujourd'hui, cette période nous a amené à mettre en place ce qu'on appelle le management par la confiance, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais il y a eu des formations qui ont été données par les DRH et par des sessions de formation. Et ça, aujourd'hui, ce qui va faire la réussite, c'est effectivement le manager, c'est la courroie de transmission dans l'entreprise. C'est son humanité, son écoute. C'est son écoute, c'est sa justesse, son écoute, sa bienveillance, c'est son accompagnement, que ce soit un accompagnement professionnel ou un accompagnement personnel aussi, de comprendre quelqu'un qui n'est pas à l'aise pour venir au bureau. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Et le manager est vraiment au cœur de cette révolution. Non, mais vous voyez, ma question était un peu cynique. Il y a évidemment de prendre soin du salarié et puis il y a aussi de faire vivre l'entreprise. Et beaucoup d'invités sur ce plateau, parce qu'on en parle, nous disent, mais de toute façon, c'est parce qu'un salarié va se sentir bien dans l'entreprise, en télétravail ou pas, qu'il va produire encore mieux. Ça, c'est très nouveau, c'est aussi cette idée que c'est en étant bien dans l'entreprise qu'on apporte beaucoup. C'est une évidence que quand on est motivé, c'était pas aussi évident. Non, quand on est motivé, il y a plus de chances d'être productif. Et ça, c'est une évidence. Audrey Richard et Christophe Nguyen. Vous voyez, c'est cette idée de la bienveillance fait qu'un collaborateur, il trouve du sens, il se sent aimé et il peut aller plus loin. Bien sûr. Et je vais peut-être un peu plus loin sur les situations individuelles. Pendant toute cette période, les DRH, les entreprises ont géré beaucoup de situations individuelles. On les a prises, on les a gérées. Et on le voit d'ailleurs à travers ce chiffre de 30%. Maintenant, il nous semble, au niveau de la NDRH et en tant que DRH, que l'individuel ne doit pas non plus prendre le pas sur le collectif. Notre rôle, c'est aussi de gérer le collectif. Et c'est toute la difficulté. Et le curseur, on le met où aujourd'hui? Donc on est en train de recadrer cela. Une question politique, mais elle est politique d'un point de vue philosophique. J'entendais le candidat à l'élection présidentielle communiste qui disait, en mettant les pieds dans le plat, de toute façon, le télétravail, c'est un modèle libéral, nous le contestons. Il y a une forme chez lui d'idée de garder le travail au sein des usines, des entreprises, pour maintenir peut-être un lien dans le dialogue social avec les syndicats. Il y a quand même une dérégulation quand même dans cette notion de télétravail. Oui, il y a un sentiment de perte aussi du collectif qui fait qu'il y a une individualisation qui est le pendant de l'économie libérale. Enfin, c'est cette idéologie-là. Alors après, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on sait que le bien-être va de pair avec la performance, mais c'est pas la performance qui doit générer du bien-être avec des à côté en plus, des primes ou que sais-je, des beaux locaux ou que sais-je, même si c'est important. Mais c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, et ça a été montré par plein d'études et pas qu'empreinte humaine, que plus les gens sont en bonne santé psychologique, plus ils se sentent performants, c'est évident. Parce que quand vous êtes épuisé, de toute façon, vous n'allez pas tenir longtemps. On perd confiance. On perd confiance en tant que tel. Après, j'entends beaucoup ces termes bienveillance, confiance, etc. Que j'ai utilisé. Bien sûr. Mais que, je veux dire, c'est un incontournable. Je veux dire, la bienveillance, pour moi, dans les relations humaines, est nécessaire. Donc, en fait, derrière ces mots, il y a des comportements ensuite, il y a des attendus, il doit y avoir aussi des exigences par rapport à ça. Et on voit que des actes. Et les salariés, aujourd'hui, savent maintenant ce qu'ils peuvent attendre ou pas. Beaucoup sont encore
on va dire, derrière leur écran à attendre aussi de voir comment les choses évoluent. Et eux-mêmes ont trouvé un équilibre, effectivement, beaucoup d'individualisme, parce que les gens, de fait, se sont recroquevillés sur l'essentiel de leur vie, ont re-hiérarchisé l'importance de leur travail, la place que ça a. Et se sont remis en question dans leur vie. Se sont remis en question dans leur vie pour savoir ce qui avait du sens pour eux. Et maintenant, je crois qu'effectivement, l'enjeu, c'est de recréer ce collectif et retrouver ce qui faisait que les gens étaient bien au travail. On a vu ces salariés, pas tous, mais 30% déménager. Je voudrais qu'on parle, pour terminer ce débat, de l'engagement. Là aussi, c'est les mots qu'on utilise sur tous ces sujets, engagement, bienveillance. En parlant avec des dirigeants d'entreprise là, très récemment, je sentais en eux une angoisse monter sur la notion d'engagement. Est-ce qu'à la NDRH, vous vous dites, le vrai enjeu maintenant, c'est que non seulement il faut que les salariés reviennent, sans trop traîner des pieds, mais qu'en plus, il faut les engager. Et là, on a le sentiment que cette période d'une année un peu étrange, de fatigue à désengager. Est-ce que vous avez cette impression-là? Ou alors, peut-être me trompais-je? Non, évidemment que c'est une problématique importante, le lien sur le collectif, l'engagement, mais je la lirais aussi avec ce qui s'est passé pendant cette période sur les relations sociales, parce que, étant donné qu'il y a eu cette révolution sur l'organisation du travail, le management, le lieu de travail, et qu'on a vu que des accords étaient signés. Il y a eu 96 500 accords signés en 2020, 25% sur le télétravail. Mais au-delà, cela montre que le dialogue social a continué, qu'on a négocié, qu'on a signé des accords et que l'entreprise s'est transformée aussi. Et que l'entreprise s'est aussi préparée sur l'après. Donc il y a, oui, le cette monde de révolution demain. Et le monde de demain. Qui est aujourd'hui. Qui en effet, doit coller avec l'engagement. Et ça va être tout le travail de maintenant, du DRH, de l'entreprise, pour justement maintenir cette activité, ce business dans nos structures. C'est l'enjeu de septembre. C'est-à-dire que c'est là les DRH, dans les prochains vous êtes dedans. Oui. Vous dites comment dès septembre. Alors j'ai vu, c'est dans votre étude, il y a le retour du team building, il y a dans les propositions des réengagements, et puis il y a une rubrique à autres à 16%. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui est rentré dans autres, mais en tout cas, vous, les COMEX, les comités de direction se disent il faut trouver des solutions pour que tout le monde se rassemble. On fait un saut en parachute, on saute tous de l'avion. Convivialité. C'est ce qui vraiment ressort, le sujet qui ressort le plus. L'engagement, ça c'est un enjeu fort, majeur. Engager, ça veut dire motiver un collaborateur pour donner à son entreprise. Oui, absolument. Et en même temps, vous l'avez dit, il y a l'engagement et l'entreprise ne doit pas perdre de vue sa productivité, ses résultats. Donc l'entreprise est en train de réfléchir aussi à optimiser ses surfaces, à revoir ses locaux. Donc, j'allais y venir. Voilà, donc, on avait un avocat qui disait toutes les boîtes en ce moment sont en train de retravailler leurs espaces de travail. Donc l'optimisation de l'empreinte immobilière, elle n'est pas anodine. C'est le deuxième coût poste de coût dans les comptes de résultats. Et les entreprises vont profiter justement de cette fenêtre de tir pour justement réduire cette empreinte immobilière et ses coûts. Ouais, vous soulevez un vrai sujet parce que j'ai lu un papier récemment dans le Parisien, je crois, sur le flex office, qui était un papier un peu sociologique. Avec la réduction des espaces professionnels, on n'a plus de bureaux attitrés, on vient sur des plannings, on est sur le bureau B2, le bureau 5C. Non, vous êtes sceptique? Non, vous êtes je mets prudente. Un peu, il y a de la prudence chez Valécha. Clairement, nous avons fermé des sites. D'accord. Et nous sommes en train de travailler sur des projets de fermeture de sites. Ça, c'est une chose. Mais sur les plus gros sites, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. C'est en train d'être fait. Et on a vraiment à travailler tous ensemble, tous les corps de métier, pour proposer cette organisation sur site. Parce que demain, un salarié ne revient pas sur site comme avant. Si c'est pour travailler tout seul, autant que s'il a un métier télétravaillable... Ça repense le bâti. Il restera... Voilà, oui, à condition que son boulot soit télétravaillable. Mais ça, ce n'est pas encore fait. C'est vrai, sur le terrain, ce n'est pas encore fait. Enfin, le psychologue, l'empreinte, il y a un effet psychologique pour conclure. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil que, entre guillemets, le flex office. Non, mais de se dire 3 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours, et j'arrive sur un bureau qui est neutre, j'attends que le collègue qui était juste avant s'en aille, on n'a plus sa petite photo, son petit mug, son petit espace, son moment à soi. Quoi. Surtout maintenant où on parle des problématiques de contamination, le flex office était plutôt à un moment donné plutôt en train d'être mis à mal parce que voilà. Donc ça va être tous les problèmes d'hygiène. Mais
Ce qu'il y a, c'est que nous, on a accompagné plusieurs entreprises qui sont allées dans le flex office depuis un moment, des grosses boîtes, et on voit toujours les mêmes craintes autour de cela. C'est effectivement l'appropriation des espaces. Est-ce que je peux être ma photo? Est-ce que je peux être? Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il vaut mieux aller vers des clusters, dans le bon sens du terme, encore une fois, dans de lieux où les gens peuvent se retrouver pour garder cet informel et pas passer son temps à ne pas savoir où sont les gens, par exemple. Et puis, surtout, de pouvoir revoir les process. C'est pas juste une histoire de mètres carrés, c'est pas juste une histoire de nombre de jours de télétravail. Et d'économie. C'est un changement d'organisation du travail. La moitié des managers disent par exemple, si on veut pérenniser le télétravail, il va falloir diminuer la taille des équipes et donc augmenter le nombre de managers. Ce qui est un peu à l'inverse des tendances des entreprises. On réduisait le nombre de managers. Là, pour avoir de la proximité avec le télétravail. Obligé. Donc, c'est une vraie révolution. Un mot de conclusion, Latifa Akou. Oui, juste le flex office. Déjà, ce n'est pas, ce sont pas des transformations de locaux, c'est une transformation des modes de travail et d'organisation. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour que ce soit réussi, c'est de la co-construction avec les salariés. Et pour que ce soit réussi, il faut que des espaces de collaboratifs et des services. Donc des services qui n'existent pas aujourd'hui, des restaurations plus développées, des espaces où on peut se rencontrer. Il faut repenser l'espace de vie dans l'entreprise. L'espace de vie et le flex office. Il est accepté par les salariés s'il est co-construit avec les salariés. Et accompagné, bien évidemment. Effectivement, les managers doivent changer leur posture parce qu'ils vont être dans les équipes, par exemple. Ça, c'est une vraie révolution pour eux. Et les collaborateurs vont avoir une autre posture. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus proactif, beaucoup plus collaboratif, c'est autre chose. Et c'est terminé, malheureusement. C'est passé trop vite, parce que j'avais beaucoup de questions encore à vous poser. Allez découvrir les études d'empreinte humaine sur la santé psychologique, ça c'est sur votre site. Et puis l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, sa dernière étude qui est toute fraîche, puisqu'elle est sortie à l'issue de cette période de sortie de confinement. Elle est intéressante, elle donne des indications en tout cas sur ce qui va nous arriver en septembre. Vous êtes déjà sur la rentrée de septembre, évidemment. Merci Audrey Richard, présidente de la NDRH. Merci Latifa Akou de l'ISEG, directrice de l'environnement. Et merci à Christophe Nguyen. Vous êtes dans le cabinet Empreinte en charge de tout ce suivi de la psychologie, de l'accompagnement des salariés. On est très en retard évidemment, mais c'est plutôt bon signe. On termine avec Fenêtre sur l'emploi avec Yago, une entreprise qui est souvent venue sur notre plateau, qui fait l'onboarding et qui propose un nouveau processus pour évaluer les candidatures. Mathieu Penet va nous en parler. C'est dans quelques secondes, ces Fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on va parler avec quelqu'un qui est souvent venu sur le plateau. D'ailleurs, je voulais le remercier parce qu'il fait partie des invités qui ont démarré l'aventure Bismart il y a presque un an. Exactement, bon anniversaire du coup. Voilà, merci Mathieu, parce que vous étiez là dans les premiers invités. Ma mémoire est intacte dans le courant de juin. Mathieu Penet, fondateur de Yago. Exactement. Yago, rappelez-nous, c'est pour récupérer les CV qui n'ont pas été traités, pour le dire. Exactement, on en parlait juste avant. Là. Il y a des attentes de considération de la part des salariés et des collaborateurs. Il y a aussi des grosses attentes de considération de la part des candidats. Et du coup, le métier de Yago, c'est d'aider les services de recrutement à considérer personnellement et à répondre personnellement à chacun des candidats qui a postulé. En allant même jusqu'à lui donner des conseils sur son CV pour l'aider à s'améliorer. Et le remettre. Et après, du coup, organiser un système de vivier pour aller le fidéliser et lui reproposer les nouvelles offres d'emploi qui correspondent à son profil chez notre client. Alors là, Mathieu, ça c'est Yago. Ça c'est Yago. Mais là, vous avez une nouvelle brique. Exactement. Qui vient se greffer par-dessus. En fait, c'est un travail durant CASK. C-A-A-S-K. C'est la contraction de candidate et ask. En fait, la démarche, elle est très simple. Pendant le premier confinement, on s'est posé beaucoup de questions pour savoir comment évaluer la pertinence de tous les outils des outils ou un peu des gadgets dans le processus de recrutement, que ça soit de la vidéo différée, de l'assessment, des tests de jeux vidéo. Parfois, il y a même des tendances à vouloir faire des escape games avec les candidats. Enfin bref. Oui, on a vu ça, ouais. Et l'enjeu, il est très simple. Pour vous, Gadget ou on ne sait pas justement. Mais le drame qu'on a vu pendant le premier confinement, c'est que surtout quand il y a des arbitrages budgétaires à faire pour savoir ce qu'il faut garder ou ce qu'il faut couper quand on doit diviser son budget de recrutement par deux. Les équipes de recrutement, les directions de recrutement étaient complètement aveugles pour savoir est-ce que ça marchait, est-ce que ça correspondait à leur population cible de candidats, et ils avaient juste des intuitions. Juste simplement, je pense que mon concurrent d'en face fait ça, je vais le faire en me disant ça peut peut-être être utile pour mon candidat. Je pense que oui. La démarche de CASK, c'est de se dire ok,
on va mettre du chiffre derrière toutes ces intuitions que le directeur du recrutement peut avoir. Comment vous faites? En allant directement demander au candidat. On va demander, Casque, c'est vraiment la démarche d'aller demander du feedback au candidat pour savoir qu'est-ce qui lui a plu dans le processus de candidature, Ouais, d'accord. est-ce qu'il a utilisé du coup toutes ces briques dans le processus C'est du de sondage, recrutement. en fait, hein. Exactement. C'est du sondage, mais ultra ciblé en fonction du parcours du candidat. Parce qu'on a une avance technologique qu'on avait déjà avec Iago, c'est qu'on est interfacé avec la plupart des SIRH du marché. La brique qu'on appelle du SIRH s'appelle l'ATS. Et du coup, on va capitaliser sur cette donnée technique pour venir accompagner les recruteurs pour être capable d'évaluer et de mesurer de manière hyper précise est-ce que tel ou tel changement qu'on a pu faire dans notre processus de recrutement, ça a un impact et ça correspond aux attentes de mes candidats. Donc là, vous avez engagé ce processus grâce à cette brique ATS. Vous avez déjà des premiers retours? On a déjà des premiers retours. Ce qui est intéressant, c'est que donc du coup, moi, quand je monte des services dans les RH, je le fais jamais vraiment tout seul. Oui, Sur Iago, au démarrage, c'était Oui SNCF qui nous avait accompagnés pour construire ce service, qui avait répondu à nos questions. On les avait mis sur le grill, en gros, on les avait vraiment, on leur avait posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre leurs besoins. Cette fois-ci, c'est Mythique, l'entreprise donc de dating, qui a fait le premier pionnier avec nous. Mais en fait, il y en a deux autres qui ont suivi. Il y a Oui SNCF qui a re-signé au CISEC. Et quand au détour d'une conversation, j'ai pitché ça à Mathilde Lecause de chez Mazars, elle m'a dit « Ok, c'est hyper intéressant, il faut qu'on y aille ». Juste, Mathieu, qu'on comprenne bien, votre source, je dirais, de base documentaire, ce sont les candidats que vous allez récupérer pour comprendre s'ils ont apprécié ce service. Exactement. Et puis ensuite, ces données, ces fameuses données, vous les présentez aux entreprises en disant, voyez, les choix que vous avez faits là, en fait, à 10%, ils trouvent ça pas bon. En revanche, celui-ci que vous n'avez pas joué, c'est super. Voilà, c'est exactement le point, c'est que, comme d'habitude, avec tous les services que je développe, le constat, c'est d'être hyper pragmatique avec quel est le métier du recruteur et du directeur de recrutement. Et on a vu qu'il y avait 5 grandes briques qui manquaient. Petit 1, la capacité à savoir qu'est-ce qu'on souhaitait mesurer, quels sont les KPI qu'il faut aller étudier. Donc d'aller les accompagner là-dessus pour aller cerner quel est exactement leurs besoins. Petit 2, la capacité à aller poser des questions qui soient non biaisées aux candidats. L'expertise de poser des questions qui soient suffisamment ouvertes ou suffisamment fermées pour obtenir des réponses qui sont claires et nettes aux questions qu'on s'est posées juste avant. Petit 3, la brique technologique. À la fois le fait d'aller poser des questions précisément aux candidats et aussi la connaissance marketing d'aller poser la question au bon moment aux candidats. À quelle heure? Combien de temps après l'expérience de candidature il faut le faire? C'est de la comment science. On le procède, comment on fait pour qu'il ait tout un process qui soit suffisamment rassuré pour accepter de répondre aux questionnements? 4e point, le temps que les recruteurs n'ont pas pour aller traiter la data et la connaissance qu'ils n'ont pas forcément, donc on va aussi les accompagner là-dessus. Et 5e point, le livrable, c'est finalement une note de synthèse régulière pour aller leur dire ça c'est green, ça c'est à corriger, ou ça vous êtes en dessous du marché. Grâce à vous, grâce à Casque en l'occurrence, ils vont se réadapter, réorienter, reventiler. Exactement. J'imagine qu'il y a quelques entreprises qui font du recrutement, puisque vous citiez quelques concepts, qui ne doivent pas vraiment rigoler en voyant arriver Casque, non? Et se disent, mais ils vont nous challenger. Au pire, on sera là pour dire c'est super votre produit et ça correspond aux attentes des candidats, donc ils ont tout à y gagner à avoir une mesure Peut-être le claire. Trivago du recrutement, quoi. Plutôt comme on parle beaucoup de NPS, notamment, de Trustpilot et d'activités comme ça. Le NPS est un indicateur assez intéressant, mais finalement, c'est pas ce qui va aider les recruteurs à y voir plus clair dans leur stratégie. Le but, c'est d'aller beaucoup plus loin que le NPS. J'ai tout compris. On va même sur des questions, notamment de est-ce que, cher candidat, tu t'es senti discriminé dans le processus de recrutement? Exact. Donc on peut aller lever des points aussi importants que la discrimination et l'inclusion, mais juste en demandant aux candidats. On déborde un tout petit peu, Mathieu, mais une réponse courte. Il y a à la fois le besoin des entreprises de voir si les outils qu'ils utilisent sont bons, ça on a compris. Et est-ce que le budget investi derrière est pertinent? Est pertinent, parce que sinon on dépense de l'argent pour rien, ça c'est le volet entreprise. Puis les entreprises qui proposent leurs outils, vous les challengez aussi. Est-ce que vous leur apportez le tableau de bord en disant, mais attendez, là, sur ce point-là, vous avez discriminé? Pour l'instant, pas encore. On cherche plutôt à... La démarche est toujours d'aider d'abord le recruteur à mieux comprendre ses candidats. La mission de Iago et la mission de Casque sont les deux mêmes. Réconcilier les candidats et les recruteurs pour qu'ils se comprennent mieux. Enfin, en tout cas, pour ceux qui nous regardent, les recruteurs qui viennent parfois sur ce plateau avec des outils parfois un peu modernes, un peu dingues, j'imagine que Casque va vous expertiser en quelque sorte, va vous auditer d'une manière indirecte. On est là pour justement les aider à savoir comment, là déjà pour la fin d'année, arbitrer sur leur budget de qu'est-ce qu'ils doivent continuer ou non. Mathieu Penet, on était un tout petit peu en retard, fondateur de Iago. J'étais ravi de vous revoir après cette première année. Merci beaucoup. Vous êtes déjà revenu assez régulièrement d'ailleurs. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de Smart Job. Iago,
Kago et Casque. Vous avez bien compris le processus candidate et ask. Merci à toute l'équipe, merci à Kylian Soula à la réalisation, Guillaume au son, merci à Fanny Gressmer, Pauline Gratel et Margot à l'accueil invité. J'ai supprimé 3 merci selon les conseils évidemment de Fanny Griesmer. Je serai là demain. Bye bye, portez-vous bien.